Sais-tu pourquoi est-ce que tout le monde a une mauvaise image des Africains et de l'Afrique, du moins à l'international? Et pourquoi est-ce que des gens qui ne sont jamais venus en Afrique ont cette image négative et péjorative du continent africain? Et pourtant, à contrario, les Africains qui, eux, ne sont jamais souvent allés à l'extérieur ont une très bonne image de l'Occident et sont même prêts à pouvoir considérer le blanc, entre guillemets, comme un demi-dieu. Mais écoute, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les outils qui sont utilisés pour pouvoir maintenir l'Africain dans cet état d'asservissement. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance? Parce qu'en 2019, ce n'est plus acceptable. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. Ceci va te permettre de pouvoir recevoir tous mes conseils et astuces business. D'ailleurs, je t'invite à activer les notifications vivement parce que ça va te permettre de pouvoir être informé des 2 lives que je fais chaque mois. Ce dimanche, je vais faire un live en après-midi avec une entrepreneur qui vit aux États-Unis et il va être question de pouvoir partager sur son parcours entrepreneurial. C'est une jeune dame qui est médecin et qui a pourtant une passion pour l'agro-business et qui a investi en Afrique. Elle nous expliquera un peu comment elle a procédé. Donc, si tu es intéressé par l'investissement et encore plus en Afrique, sois présent pour pouvoir lui poser tes questions en live. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour te lancer dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse, le samedi 26 janvier 2019 à Paris, j'organise une conférence business pour t'expliquer comment faire pour créer des entreprises qui marchent. Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, il y a un lien qui te permet de réserver rapidement ta place, d'avoir le programme de la journée. On va parler business en ligne, mais aussi business présentiel. Je t'expliquerai un peu comment j'ai procédé quand mes entreprises ont échoué et comment j'ai fait par la suite quand elles ont marché, ce que j'en ai tiré comme expérience. Et mon invité te parlera d'une niche dans Amazon pour pouvoir gagner des sous et qui est très inexploitée. Dans tous les cas, si ça t'intéresse de pouvoir créer ce business dès maintenant, va dans la barre de description et inscris-toi rapidement avant que les places ne se terminent. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, bien évidemment, et c'est le jour où nous allons parler d'un sujet structurant. Tu le sais désormais. Et j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui des médias, parce que l'Occident utilise les médias pour imposer à l'international sa vision du monde. Et malheureusement, son terrain de chasse favori, c'est l'Afrique. Dans cette vidéo, tu vas écouter tour à tour un grand intellectuel qui va te décrypter comment est-ce que les médias fonctionnent et comment est-ce qu'ils poussent même des États à aller en guerre. On parlera par exemple du cas de Kadhafi, on parlera du cas de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo et Ouattara, et on parlera aussi d'ailleurs dans cette même vidéo du cas un peu plus récent du Gabon dans lequel il y a eu il y a quelques jours une tentative de coup d'État qui n'a pas marché. Dans cette vidéo, on verra aussi ce qu'un chef d'État pourra dire lors d'une interview choc avec des journalistes occidentaux. Ça va être juste terrible ce qui va se passer à ce moment-là parce qu'il va leur dire leurs 4 vérités cash de manière crue et tu vas voir les journalistes se décomposer face à l'audace d'un chef d'État africain qui ose leur dire qu'ils sont simplement en train de vouloir salir l'Afrique au travers de leurs médias comme ils le font si souvent. Bref, reste jusqu'à la fin. Le contenu est vraiment alléchant et j'espère qu'on va pouvoir s'amuser dans cette vidéo, entre guillemets bien évidemment, parce que le but c'est de pouvoir te partager des choses très sérieuses, mais toujours de manière digeste. Alors, parlons donc des médias. Quel est le rôle des médias à la base? Le rôle des médias, c'est d'abord un rôle de communication. L'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, transmettre des informations à un public qui les écoute de manière fidèle en retransmettant ce qui s'est passé de manière réelle et vraie. Alors, les médias ont quand même un rôle très important dans les démocraties. Les médias sont supposés être comme le système nerveux d'un système démocratique. Oui, parce que le niveau de démocratie d'un pays se juge à la liberté d'expression de sa presse. Quand la presse n'est pas libre, comme ça peut être le cas dans beaucoup de pays en Afrique, on ne peut pas dire que ces pays soient démocratiques. Ce sont juste des farces démocratiques. Quand on a des journalistes qui sont en prison parce qu'ils ont écrit un article contre tel monsieur, telle dame, telle personne du pouvoir, ils se retrouvent en prison. Bien évidemment, ça traduit encore le niveau très basique et même l'absence de démocratie dans beaucoup de nos pays. En revanche, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que
quand les médias, et c'est le cas aussi en Occident, sont à la botte de plusieurs personnes riches, parce que comme on va le voir tout au long de cet épisode, les médias ne sont pas si libres que ça. En fait, autant en Afrique, on a les gouvernements qui mettent la pression sur les médias, autant en Occident, ce sont plutôt les industriels. Parce que beaucoup d'hommes riches ont acheté des médias. C'est le cas aux États-Unis, en France, en Australie, dans tous les pays développés. Les gros médias que tu suis souvent appartiennent à des industriels. Par exemple, Bouygues, par exemple, la famille Bouygues est propriétaire de TF1, qui est la plus grosse chaîne d'Europe. TF1 est une chaîne qui a énormément d'audience en France et même à l'étranger. Tu as par exemple au niveau de la presse, Le Figaro, qui est un journal très lu en France, qui appartient à la famille Dassault. Ou alors, plus proche de nous, Bolloré, qui a racheté le groupe Canal, qui est un groupe bien évidemment qui émet énormément en Afrique et même en France. Alors pourquoi est-ce que des industriels mettent de l'argent pour acheter des médias? Bien évidemment parce qu'ils veulent au travers de cela contrôler les populations. Parce que qui contrôle les médias a le pouvoir. D'où le fait d'ailleurs qu'on dit souvent que les médias sont le quatrième pouvoir. Mais quel est le lien avec l'Afrique dans tout ce que je te raconte là? Le lien, il est simple. Quels sont les médias que l'on regarde en Afrique? Qui est-ce qui nous influence? Qui est-ce qui nous donne sa vision du monde? Il se trouve que les différents États dont je t'ai parlé tout à l'heure, les États occidentaux du moins, ont créé des chaînes pour pouvoir faire leur propagande à l'international. Voilà pourquoi est-ce que tu vas te rendre compte que en France, par exemple, tu as le groupe France Télévisions qui est la chaîne d'État, comme tu as une chaîne d'État en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous les pays d'ailleurs au monde, tu as une chaîne de télévision nationale. Donc les politiciens se servent souvent malheureusement pour pouvoir véhiculer leur message. Mais en plus de cette chaîne-là, tu as maintenant un certain nombre de pays qui ont créé des chaînes nationales, mais qui n'ont pas pour but de parler à l'intérieur du pays, mais plutôt à l'extérieur. C'est pour ça que tu vas voir que des chaînes comme France 24, des radios comme RFI, des chaînes comme TV5 Monde ne sont pas des chaînes qui sont destinées à la France à l'intérieur. Ce sont des chaînes qui sont destinées à véhiculer une certaine image de la France à l'extérieur. Voilà pourquoi est-ce que ces chaînes-là, donc bien évidemment, émettent à l'extérieur pour pouvoir faire de la propagande des pays desquels ils sont issus. C'est le cas aussi pour BBC par exemple, qui parle de l'Angleterre à l'international. Ces pays-là, ces chaînes-là, généralement, ont une très forte présence en Afrique. Ce qui, bien évidemment, explique pourquoi est-ce que en Afrique, on a tendance de plus en plus à s'occidentaliser dans nos manières de voir les choses. Cette série, je vais la faire en 2 vidéos parce que le rôle des médias, il est double. Il y a un rôle d'information et il y a un rôle de divertissement. On va parler du rôle d'information aujourd'hui et la semaine prochaine, on parlera du rôle de divertissement et tu verras comment est-ce qu'au travers des médias, les Occidentaux sont parvenus à complètement lobotomiser les Africains à tel point que ceux-ci ont voulu changer leur manière de vivre et d'être, abandonner leur culture complètement pour essayer tous de ressembler à des Américains ou à des Occidentaux. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent l'Afrique et sont prêts à mourir dans la Méditerranée pour vouloir venir en Europe parce qu'ils ont intégré que l'Europe, c'est quelque part le paradis. Bref, je t'en dirai un peu plus la semaine prochaine. On parlera aussi des problèmes comme celui du décapage, le blanchiment de la peau et comment est-ce que ce sont les médias qui ont véhiculé ce type d'image-là. Dans tous les cas, restons dans notre thématique aujourd'hui pour parler du rôle de l'information ou plutôt de la désinformation dont on peut souvent être victime. Si tu viens en Europe, tu vas te rendre compte que souvent, par exemple, un pays comme la Russie ou même la Chine est un pays qui est très mal vu. C'est un pays qui est mal dépeint dans les médias et des présidents comme Poutine sont vraiment vus comme des dictateurs. Alors, je ne dis pas que Poutine, c'est un saint, mais je dis quand même qu'il y a souvent une tendance à vouloir noircir les traits le concernant. Donc, tu vois bien qu'il y a une volonté, quand tu fais un peu de l'analyse des médias, de vouloir le dépeindre de manière un peu négative. Alors moi, mon parcours avec les médias, il date quand même de longtemps parce que j'ai commencé à me familiariser aux médias depuis le collège. J'étais, je crois, rédacteur en chef de mon journal en terminale et j'ai continué ça quand j'ai eu mon bac et que je suis allé en DUT. J'ai été responsable du club journal de l'IUT pendant 2 ans. Et je me rappelle très bien comment est-ce que dès ce bas niveau-là déjà, je voyais comment est-ce que les directeurs de l'école faisaient tout pour que j'écrive des articles dithyrambiques à leur sujet, que je fasse des interviews du directeur de l'école dans lesquelles on allait faire ses louanges et parler de tous ces programmes qui au final n'étaient jamais réalisés. Mais il fallait que pour que j'ai un budget pour pouvoir imprimer mon journal, je puisse faire chanter les louanges de toutes ces personnes-là. Donc j'ai commencé à être sensibilisé à ce type de notions finalement assez jeune. J'ai travaillé aussi à la radio comme animateur et je me suis rendu compte qu'il fallait arriver 2-3 heures avant.
on préparait tous nos petits papiers pour pouvoir faire le journal des jeunes, mais la direction de la chaîne retapait tout ce qu'on avait dit pratiquement pour pouvoir ne mettre que ce qui était bon, entre guillemets, pour eux. Donc, cette volonté de pouvoir orienter les informations, c'est quelque chose qui existe vraiment dans les médias. Et il ne faut pas que tu aies la naïveté que j'avais quand j'étais petit de penser que ce qui est dit à la radio ou à la télé est vrai. Non, non, pas du tout. C'est une vision du monde que l'on te transmet toujours, toujours, toujours. Quand elle ne correspond pas à celle qui est la vérité, ben malheureusement, on te raconte des histoires aussi simples que ça. Bref, on a eu le cas, donc, comme je t'ai dit, avec la Russie, mais plus près de nous, on a eu le cas avec Kadhafi, par exemple. Je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole, de l'OTAN. Il a dit ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Kadhafi, il y a juste quelques temps avant qu'il ne soit le plus grand des terroristes, il a été reçu dans plein d'ambassades et plein de présidences en Europe. Kadhafi était le président qu'on recevait partout. Kadhafi a été reçu à l'Élysée, on lui a fait sa petite tente. Kadhafi a été reçu par tout le monde. C'était un très bon monsieur. Il voulait acheter des armes puisqu'il avait pas mal d'argent. Et quand il a refusé d'acheter les armes, ben finalement le même Kadhafi est devenu un monstre. Tout le monde ne voulait plus entendre parler de lui et c'était devenu quelqu'un de totalement détestable. Alors, comment est-ce que la même personne donc peut passer de super gentil, super tout ce que tu veux, à détestable en quelques jours simplement? Et bien évidemment, on a organisé son décès entre guillemets aux Nations Unies. Autre simulacre dont on parlera dans une autre vidéo, les fameuses organisations internationales, la coopération internationale qui est juste du gros n'importe quoi, parce que bien évidemment, c'est aussi un moyen de pouvoir servir les Africains. Tout ce qui est ONU, toutes les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, bref, tout ça, c'est du pipeau dont on parlera dans d'autres vidéos. Ce sont des moyens de pouvoir asservir les Africains. Bref, Kadhafi donc s'est fait avoir au travers de ce système-là. Et voilà comment est-ce que un chef d'État qui avait une vision panafricaniste, je dis pas que c'était un saint, mais il avait une vision panafricaniste qui combattait à plusieurs endroits la volonté occidentale de pouvoir avoir une hégémonie sur le continent africain. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire de lui? Se débarrasser de lui, l'éliminer parce qu'il posait problème. Et malheureusement, ils y sont parvenus. Mais comment est-ce qu'il est possible donc d'éliminer un chef d'État alors que les Africains sont contre? Parce que l'Union africaine, au travers de ses présidents, était absolument contre. Les Africains voulaient une médiation, discuter avec Kadhafi, parce que dans la culture africaine, on est dans la discussion, on n'est pas dans la guerre. Les Africains, c'est pas des gens qui font de la guerre. Ce sont des gens qui cherchent des solutions. Ce qui est différent de l'Europe. En Europe, on le voit très bien, l'Union européenne a été créée pour stopper les guerres, parce que les Européens ont malheureusement eu une histoire dans laquelle il y a eu beaucoup d'effusions de sang. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, bref, ils se battaient tout le temps entre eux et ça causait plein de morts. Et donc, pour résoudre tout ça, ils ont créé l'Union européenne. L'Union africaine n'a pas du tout cet objectif-là. C'était pas pour arrêter des guerres. Et donc, cette manière de vouloir régler les problèmes par la force est quelque chose que l'on retrouve typiquement chez l'occidental et qui n'est pas du tout chez l'Africain. Malheureusement, comme les Africains n'avaient pas de moyens de pouvoir communiquer, parce que je pense que s'il y avait une ou deux chaînes très fortes en Afrique et qui avaient communiqué massivement, on aurait vu plein d'Africains dans les rues pour dire « ne touchez pas à Kadhafi ». Et si les Africains s'étaient levés massivement comme un homme pour dire « ne touchez pas à Kadhafi », on ne l'aurait simplement pas touché parce que personne ne veut s'attirer la foudre d'un peuple. Absolument personne ne veut faire ça. Mais pour ça, il faut être organisé et ça, bien évidemment, on ne l'était pas. Plus récemment encore, le coup d'État au Gabon qui a eu lieu il y a 2 jours. Alors ce coup d'État-là, comment en as-tu été informé? Les médias qui en ont parlé, c'était les principaux médias occidentaux. France 24, RFI, TV5, BBC, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que quand il y a un coup d'État en Afrique, ce sont des médias occidentaux qui nous informent?
Où sont les médias locaux, où sont les médias africains pour pouvoir prendre le relais et parler de ce qui se passe sur leur propre continent? Tu vois à quel point c'est dangereux? C'est-à-dire quelque chose se passe dans ton pays et celui qui t'informe de ce qui s'y passe, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas des intérêts qui sont les tiens. Et il te dit ce qu'il veut te dire, bien évidemment. Alors, tout ceci, bien évidemment, est quelque chose de très dangereux. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul média africain qui émerge? Peut-être que c'est une volonté aussi de ne pas laisser les Africains avoir la même mise sur la communication sur le continent. Parce que malheureusement, les Africains sont très prompts à laisser les Occidentaux faire dans leur continent ce qu'ils ne veulent pas voir un Africain faire. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie qui fait qu'on ne veut pas du tout que les Africains aient un média fort parce qu'on se dit, oui, mais si c'est un Africain, si c'est un pays africain, XYZ, alors on va être peut-être sous la botte de ce pays-là. Mais je veux te faire remarquer que toutes les puissances ont des médias. Même les Arabes ont Al Jazeera. Seuls les Africains n'ont rien du tout. Rien pour pouvoir communiquer. Et ça, c'est bien évidemment dommage. Parce que, vois-tu, au travers des médias, comme je t'ai dit, on véhicule une vision du monde. Au travers des médias, on essaie d'influencer l'autre pour faire qu'il commence à penser comme nous. Parce que, une fois que je suis parvenu à changer ta manière de penser, j'étais vaincu. Clairement, il n'y a plus de combat. Parce que tu commences à faire naturellement toi-même ce que je voulais que tu fasses. Donc, tu fais avec ta propre volonté ce qui m'arrange moi et qui est même parfois contraire à tes propres intérêts, simplement parce que j'étais convaincu qu'il fallait que tu le fasses ainsi. Alors, on parvient à faire croire à l'Africain qu'il est faible. Pire, qu'il est moins intelligent que les autres, qu'il est stupide, qu'il est arriéré. On influence sa mentalité, on influence son comportement, on le pousse à des attitudes de soumission. Les mêmes médias vont te montrer les prouesses occidentales. Comment est-ce que la technologie et la science évoluent en Occident? Comment est-ce qu'on envoie des fusées dans l'espace? Comment est-ce qu'on construit de nouvelles voitures? Comment est-ce qu'on passe à l'électrique? Comment est-ce qu'on fait ci? Comment est-ce qu'on fait ça? Mais aussi, qui est bon, qui est mauvais, qui est terroriste, qui ne l'est pas, quel État est responsable, quel État est voyou. Bref, tu vois qu'il y a une véritable volonté de pouvoir transmettre une certaine vision du monde. Tout ceci a entraîné malheureusement des attitudes parfois difficilement explicables. Quand tu entends par exemple des Africains parler et te dire c'est le blanc qui est fort, c'est le blanc qui est fort, ou alors il y a une autre phrase là qu'on dit souvent, la magie du blanc, ou même encore des expressions du type le blanc est très intelligent, le noir est idiot, le noir est stupide, le noir ne comprend rien, le noir est contre XYZ, bref. Tout ce qui concerne l'occidental est bien et tout ce qui concerne l'africain, le noir, est mauvais. Et ça, bien évidemment, ça se traduit aussi dans des comportements beaucoup plus culturels que l'on verra davantage dans la prochaine vidéo, tels le décapage ou même la recherche de la ressemblance au modèle de beauté occidental avec la taille 36 et les longs cheveux, quitte à ce qu'ils soient faux ou défrisés. Mais bon, bref, ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo qui, j'en suis sûr, va faire couler pas mal d'encre et de salive. Malheureusement, ces médias-là, quand ils parlent, bien évidemment, à l'Afrique, contribuent à montrer aux Africains les mauvais aspects uniquement de l'Afrique. On va mettre en avant les épidémies d'Ebola, le fait que les gens qui ont permis que l'épidémie d'Ebola soit stoppée, ce sont des médecins étrangers, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Mais on te donnera le sentiment qu'il a fallu la coopération internationale pour aider les pays africains à pouvoir guérir Ebola. On te donnera le sentiment que les pays africains, c'est tout le temps des gens pauvres. On te montrera des images de famine, des images d'enfants pieds nus, ventre ballonné, qui marchent dans la rue, qui se battent avec des moustiques, des mouches, pour te véhiculer cette image de pauvreté. On te montrera l'image des migrants qui se battent pour pouvoir sortir du continent africain, comme si l'essentiel des gens en Afrique voulaient quitter l'Afrique pour aller en Occident. Et on ne te dira pas qu'en fait, l'endroit où il y a le plus de mouvements entre population africaine, c'est à l'intérieur du continent, parce que les migrations à l'intérieur du continent sont beaucoup plus nombreuses que celles qu'ils se font vers l'extérieur. Mais ça, bien évidemment, on ne te dira pas ça pour que tu aies l'impression que toute l'Afrique veut se vider pour venir en Occident. On te montrera uniquement des reportages qui ont pour but de pouvoir salir malheureusement l'Afrique. Et pourtant, il y a énormément de choses positives qu'on pourrait te montrer. On pourrait te montrer la joie de vivre des Africains qui, malgré des conditions difficiles, parviennent à quand même être totalement heureux. Et mettre ça, par exemple, en contraste avec la difficulté que les gens peuvent avoir en Europe dans des pays dits riches et occidentalisés, dans lesquels les taux de suicide sont très alarmants. Comment des gens qui sont pauvres et n'ont rien parviennent à trouver le moyen d'être heureux et de pouvoir vivre et s'accrocher à la vie, et des gens qui sont dans des environnements beaucoup plus sains se suicident, sont tout le temps sous dépressifs,
en dépression, prennent des cachets pour pouvoir être en santé, dorment avec des calmants. Bref, on ne met bien évidemment pas ce type de choses en perspective pour te montrer qu'en fait, derrière les avantages que la société occidentale a, il y a une autre réalité sombre, comme toutes les sociétés d'ailleurs ont des réalités sombres. On ne te montrera pas la présence du néocolonialisme sur place, on ne fera pas des enquêtes pour pouvoir mettre à mal toutes les multinationales qui continuent de piller l'Afrique. On ne te montrera pas tous les contrats néocoloniaux qui ont été signés et qui saignent l'Afrique depuis des dizaines d'années. On ne t'en parlera pas des marchés qui ont été conclus entre quelques dirigeants corrompus et des entreprises occidentales. On ne mettra bien évidemment pas ça en évidence. On ne mettra pas en évidence le fait que ce sont des capitales occidentales qui soufflent le chaud et le froid dans les anciennes colonies en Afrique. On ne te mettra pas en évidence que certains dirigeants politiques en Afrique vont faire des allégeances dans des capitales occidentales. On ne te mettra bien évidemment pas tout ça en avant. Mais pire, on ne mettra pas en avant les crimes qui ont été commis sur place. Parce qu'il y a par exemple Thomas Sankara qui est décédé il y a plus de 30 ans. Qui a tué Thomas Sankara? Qui était derrière ces opérations-là? Bien évidemment, tout le monde aujourd'hui a retenu Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré, qui était derrière lui? Quelles sont les puissances qui étaient derrière lui? Les journalistes d'investigation pourraient creuser pour avoir cette information. Pourquoi ne creusent-ils pas? Cette information n'intéresserait vraiment personne? Bien sûr que si. Autre élément encore, par exemple, toujours dans la même logique de choses que ces chaînes-là pourraient réellement faire si elles voulaient être de nature à être neutres ou travailler dans le sens d'être efficaces sur le continent africain. Il y a par exemple le dossier, le cas du Cameroun et de la guerre qu'il y a eu, par exemple en peuple bamileke. Il est reconnu aujourd'hui, et tous les Camerounais savent ça, qu'il y a eu une guerre au cours de laquelle l'armée française est venue sur le terrain et a massacré plus de 100 000 Camerounais qui se battaient pour les indépendances. On n'a aucun média qui parle de ça, aucun média qui fait une investigation sérieuse pour pouvoir mettre ça à nu. Pas du tout. On laisse les gens dans l'ignorance. D'ailleurs, à l'époque, le Premier ministre français, François Fillon, est venu au Cameroun. On lui a posé la question par rapport à ce scandale-là. Et il a dit que la France n'y était pour rien. Ces événements n'ont jamais eu lieu. Vous avez parlé, en répondant à la question de mon confrère, que l'accord de défense revu et corrigé sera mis à la disposition de la presse. Mais on aimerait bien savoir que va-t-il se passer avec les victimes, disons, collatérales des imperfections ou de ce que vous avez appelé les scories du passé qui étaient contenues dans le précédent accord. Et je pose la question parce que des ONG estiment que il y a plusieurs nationalistes camerounais, notamment, qui sont tombés, qui ont été assassinés par l'armée française. Alors, que va-t-il se passer, par exemple, avec cela et les imperfections et les conséquences des imperfections des précédents accords de défense? Alors, sur le premier sujet, je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. Quelque temps après, Hollande a été élu président. Hollande est venu au Cameroun et Hollande a dit et a reconnu qu'il y avait eu un massacre et que bien évidemment la France devait pouvoir reconnaître sa part de responsabilité dans ces événements-là. Sur la question de l'histoire, j'y suis revenu. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragiques. Jusqu'à l'indépendance, il y a eu une répression en Seine-Maritime, au pays bamileke, et nous sommes, comme je l'ai fait partout, ouverts pour que les livres d'histoire puissent être ouverts et les archives aussi. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Comment ça se fait que quelques mois avant, l'ancien Premier ministre dit qu'il n'y a rien eu et le nouveau Premier ministre vient et dit qu'il y a eu et le nouveau président vient et dit qu'il y a eu quelque chose? Ils ont toujours su qu'il y avait quelque chose, mais personne ne vient fouiller dans ce genre de contradictions pour essayer d'éclairer la lanterne des Africains. Les vrais sujets, on les élude. On se focalise sur les faux sujets. On met de la pression sur les dirigeants qui ont été bien évidemment corrompus en leur disant « si tu ne révèles pas ce qui s'est passé, si tu ne continues pas d'obéir aux injonctions qu'on te donne, on va révéler ce que tu as fait, on va révéler tout l'argent que tu as pris. » Donc du coup, de temps en temps, des présidents comme Obiang Nguema et sa famille, ou alors des présidents comme Sassou Nguesso, quand ils ne sont plus aux ordres, bien évidemment, on fait un petit reportage pour montrer tout ce qu'ils ont comme avoir en Occident. C'est à croire que c'est maintenant qu'on vient de découvrir qu'ils avaient ces avoirs-là. Bien sûr que non. Ils le savent depuis bien assez longtemps.
Mais le moment n'était pas choisi pour pouvoir le mettre en avant parce que c'était peut-être un moyen de pression et de chantage. Alors, je vais terminer avec l'interview du président pour que tu puisses voir jusqu'à quel point ces types de manigances peuvent aller. Écoute. Alors comment convaincre, monsieur le président, ces familles qui investissent beaucoup d'argent, c'est entre 5 000 et 10 000 euros qu'ils donnent à des passeurs pour envoyer un membre de leur famille en Europe. Ça, c'est moi, mais ce n'est pas à vous que je réponds, c'est au peuple de Guinée que je réponds. Nous sommes en train de nous battre pour cela. C'est la Guinée, c'est le pays. Et comment les convaincre? Comment est-ce que vous vous battez pour cela? C'est pas à vous. C'est à Madrid, son peuple de Guinée que je réponds. C'est une question que nous vous posons. Je suis désolé, madame. Je commence à tourner dans le pays, c'est en tournant dans le pays, en allant au contact des populations, que je leur expliquerai. Ce n'est pas à RFI ou le monde que les Guinéens, 80% des Guinéens ne connaissent même pas, que je vais dire non. Moi, je suis en contact avec mon peuple et c'est avec mon peuple que je dialogue. Ce n'est pas avec la presse. Mais c'est pas un secret. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de TF1 ou du monde pour savoir comment son président va lui parler. Mais comment est-ce que vous analysez cette volonté de la jeunesse de partir de Guinée, mais pas seulement de Guinée, c'est pas un phénomène. Je l'ai expliqué, j'ai dit que si nous ne transformons pas nos matières premières sur le plat pour donner du travail à la jeunesse, mais nous nous battons. Est-ce qu'on peut le faire en 2 ans, 3 ans? Non. Alors, nous sommes en train de le faire. C'est une question d'éducation, des moyens donnés aussi à l'éducation pour que les jeunes soient de mieux en mieux formés, c'est ça? Je vous ferai remarquer que le Fonds monétaire a décidé lorsqu'ils ont décidé, où tout le monde le sait. Nous avons fait la conférence de Lagos, où on avait un bon programme. Le Fonds d'ajustement structurel, licencier les fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1985? Dégraissement. J'ai dit en France, lorsque Madeleine, ministre français, a simplement dit nous n'allons pas remplacer les fonctionnaires qui vont partir, le jour même, Juppé est parti demander à Chirac son départ, il a quitté le gouvernement. Pendant ce temps, nous, on nous a dit dégraisser, licencier les fonctionnaires. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'enseignement quand on licence les enseignants? Comment voulez-vous qu'on développe la santé quand on licencie? Quand on licencie? Nous avons demandé, le Fonds monétaire, ici, avec l'assurance structurelle, on nous a mis à terre, on nous a demandé de licencier. Ici, il y a eu, dès que le président on a dit dégraissement. Tout le monde sait ici, des déflatés. Qu'on appelle les déflatés. Tous les fonctionnaires qu'on a mis dans la rue. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'éducation si on met les enseignants dans la rue? Pourquoi même qu'on touche les choses? Les temps ont changé, l'environnement a changé. Oui, mais il faut du temps. Est-ce que vous savez combien d'écoles on a connu depuis qu'on est arrivé? Informez-vous. Demandez combien d'écoles on a connu depuis qu'on est arrivé. Combien et quel est le pourcentage des enfants qui vont à l'école depuis 2011? Informez-vous. Pour savoir, est-ce que c'est la France qui a une longue histoire et c'est pas encore des gens analphabètes en France qui ne savent pas lire, alors qu'il y avait une très longue histoire. Donc c'est en 4 ans, 5 ans, 7 ans que moi je vais, tous les jeunes Guinéens vont devenir lettrés, etc., etc. Il faut savoir, quand vous voulez connaître la Guinée, en tout cas ce que moi j'ai fait, vous devez savoir où en était la Guinée en 2011, où il en est aujourd'hui. Oui. Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pensez arriver, il y a 2 ans d'ici la fin de votre 2e mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui auront concrètement changé? C'est le peuple de Guinée à qui je m'adresserai qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Je suis resté devant le peuple de Guinée, je ne suis pas resté devant RFI. Donc c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parler de mon bilan. Moi, je me prends de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour par le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui jugera mon bilan. Ce n'est pas RFI. Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous. Vous êtes conscient qu'il y a du public qui écoute. Non. J'aime beaucoup cette interview parce qu'elle met quand même en évidence 4 choses que je voudrais voir avec toi très rapidement. La première, c'est qu'il dit « ce n'est pas RFI qui m'a élu ». Ça, c'est un élément qui est basique et pourtant très vrai parce que sa réponse prouve bien que dans l'esprit des journalistes et dans le type de questions qu'ils posent, il est manifeste que c'est à eux qu'il faut rendre des comptes. Alors qu'en fait, ce sont, comme il le leur rappelle, juste une presse étrangère. Et que leur but, si vous suivez toute cette interview, il le leur dit à plusieurs reprises, c'est d'informer la jeunesse française, c'est d'informer le peuple français. Parce que normalement, les Africains sont supposés avoir des moyens de pouvoir s'informer eux-mêmes en interne de ce qui s'est passé. Mais comme la France, et même généralement les pays occidentaux, ont une très mauvaise connaissance de ce que l'histoire de France est. Hors de France, notamment en Afrique, les Français la connaissent très peu parce que bien évidemment les médias n'en parlent pas. C'est une partie sombre de la République et donc bien évidemment sur laquelle il y a comme un je ne vais pas dire un couvre-feu, mais
On ne sait pas ce qui se passe, silence total, et ça arrange bien évidemment le plus grand monde que les choses se passent ainsi. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose qu'il dit, je ne suis pas de ces gens-là qui ont des complexes. Pointant bien évidemment des gens, mais quels sont les gens qu'il pointe? Il pointe bien évidemment tous ces chefs d'État, tous ces dirigeants, tous ces ministres, tous ces directeurs de compagnie qui, quand ils ont une communication à faire, vont les faire à l'étranger, vont les faire quand ils sont hors du pays, vont les faire à la presse d'autres pays pour pouvoir donner, pour qu'une fois de plus les Africains apprennent ce qui s'est passé chez eux ou ce qui les concerne via des médias superposés, interposés. Comment expliquer par exemple dans le cas du Gabon dans lequel il y a eu une tentative il y a 2 jours que les premières nouvelles que le gouvernement a données, ils les ont données à des chaînes type TV5, RFI. C'est juste inadmissible. Vous imaginez un seul instant qu'il y ait un événement tragique en France et le président Macron veut parler à une chaîne étrangère avant de parler au peuple français? C'est absurde. Qui t'a élu? Qui est-ce que tu diriges? Pour qui est-ce que tu es là? À force de vouloir toujours mettre en avant l'Occident, les gouvernements africains finissent par convaincre les gens comme moi de ce qu'en fait, la vie de celui qui est vraiment important pour eux, c'est la vie de l'extérieur. C'est l'approbation, l'adoubement de l'extérieur qui est important pour eux. Les personnes qu'ils craignent sont ceux de l'extérieur. Or, tout gouvernement est supposé craindre en priorité ceux qui l'ont élu parce que c'est eux qui peuvent décider de le chasser, entre guillemets, du pouvoir. Mais ce n'est pas le cas de nos dirigeants, malheureusement, qui sont là tout le temps à vouloir craindre les informations ou les chaînes étrangères. Mais ce n'est pas tout. La troisième chose qu'il dit, c'est qu'il y a un mépris total du peuple. Et ça, c'est juste, ça se voit tout au long de l'interview, à l'arrogance aussi que les journalistes peuvent avoir dans leur type de questions et surtout à l'orientation des questions. Alors, cette interview a eu lieu au cours je crois que c'était le 60e anniversaire de l'indépendance en Guinée. Les journalistes sont venus et tout l'interview, ils ne lui posent pas de questions par rapport à la raison de la fête qui est les 60 ans de l'indépendance. Ils passent leur temps à lui poser des questions sur les derniers événements qui ont eu lieu dans le pays, les marches qui ont été réprimées ou des choses comme ça. Alors, je ne valide bien évidemment pas les marches réprimées, mais bon sang, ce n'est pas le but de cette interview. Vous êtes venu là pour parler de la Guinée et de son indépendance. Pourquoi on ne parle pas des événements de l'indépendance? C'est ce qu'il leur dit. Le jour de l'indépendance, parlons-en. Comment est-ce que quand Sékou Touré a dit non au général de Gaulle, la France a quitté le pays du jour au lendemain et a laissé le pays dans un état de délabrement total? La France est partie en piquant des éléments et en laissant le pays dépouillé. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ça? C'est ça que les gens ont besoin de savoir parce que c'est ça l'événement historique lié à cette fête-ci. Les journalistes, à chaque fois, ne voulaient pas du tout que cet événement-là soit abordé, que le rôle de la France soit mis en avant, mais plutôt, ils voulaient plutôt lui dire « Oui, mais monsieur le président, depuis que vous êtes là, il y a ci qui ne marche pas, il y a ci qui ne marche pas. » Et lui de leur dire à chaque fois « Mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas vrai, il y a eu ça, 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 ça. » Pourquoi voulez-vous de manière naturelle dépeindre l'Afrique de manière noire et sombre? Donc voilà. Il y a effectivement cette volonté, même dans la manière de poser les questions, de démontrer que les choses vont mal quand il s'agit de l'Afrique. Alors que comme il leur a très bien dit, mais attendez madame, il y a des problèmes en France, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de terrorisme, il y a plein de problèmes en France. Mais pourquoi est-ce que quand vous parlez en Afrique, on a l'impression que c'est ici que le mal est né, c'est ici que toute mauvaise chose a pris son départ? Alors, la quatrième chose qu'il dit, et qui est à mon avis très intéressante, c'est qu'il dit... Vous êtes, et ça c'est la dame qui lui dit ça, vous êtes conscient qu'il y a des gens qui écoutent. Mais cette phrase veut tout dire. Elle est en train de lui dire, pour parler, pour avoir une audience, c'est chez nous qu'il faut venir. Et c'est ce que le président lui reprochait au départ. Je ne suis pas de ceux qui vous courent après, je ne suis pas de ceux qui ont des complexes à vouloir venir chez vous pour pouvoir se faire entendre. Dénonçant ainsi de manière indirecte ses copains, ses collègues, présidents d'autres pays, qui, bien évidemment, ne parlent jamais à leur peuple. Quand ils veulent s'adresser, viennent parler à des médias occidentaux et jamais à leur propre pays. D'ailleurs, lui-même, Alpha Condé, peut se poser la question. Pour les 60 ans d'indépendance, pourquoi accepte-t-il de consacrer cette journée phare à de la presse étrangère? Pourquoi ce n'est pas à la presse locale? Pourquoi ce n'est pas aux nationaux qu'il prend la peine d'expliquer l'histoire lui-même de ce qui s'est passé ce jour-là? Il préfère convoquer la presse internationale et après, il commence à se plaindre de cette presse internationale pour le double jeu, soi-disant, qu'elle fait. Il y a bien évidemment urgence à ce que les choses changent. Il y a urgence à ce que les Africains prennent la conscience de l'importance des médias aujourd'hui, de la presse, de la télévision, d'Internet, de la radio. Ce sont les 4 grands axes
et dans lesquels, dans aucun d'entre eux, il n'y a un média africain qui est très fort. Je dis même les Arabes ont Al Jazeera, les Africains n'ont rien du tout. Et ça, c'est vraiment préjudiciable. Il faut trouver un moyen de s'unir. Mais l'une des raisons pour lesquelles ce type de choses aussi perdure, c'est parce que toi et moi, nous continuons à permettre que ce type de chaîne-là prospère parce que nous leur donnons une audience. Quand tu vas dans une maison en Afrique, dans beaucoup de pays, quand tu zappes les chaînes, les premières chaînes que tu vois, c'est TF1, c'est France 2, c'est M6, des chaînes françaises quand tu es en zone francophone et des chaînes anglaise quand tu es en zone anglophone. Même dans les aéroports, qui est quand même supposé être le point d'entrée dans un pays. Quand tu as des chaînes de télévision dans les aéroports, c'est BBC dans les pays anglophones. Quand tu vas en Afrique du Sud, nous on y est déjà allé, tu vas au Nigeria, tu vas au Ghana, c'est BBC que tu as à l'aéroport. Quand tu vas à Londres, tu vois aussi BBC. Quand tu es en France, tu vois les chaînes françaises. Et quand tu vas en Afrique, dans les aéroports francophones, tu vois aussi les chaînes françaises. Bon sang, il y a quand même un problème. Est-ce que quand tu vas aux États-Unis, tu vois une chaîne africaine? Est-ce que quand tu vas, je ne sais pas moi, en France, en Angleterre, en Allemagne, est-ce que tu vois une chaîne africaine? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'on sait quelle est la force des médias et on sait qu'est-ce qu'on peut véhiculer derrière comme information. Donc les gens verrouillent chez eux et nous, on ouvre toutes les vannes et bien évidemment, on laisse libre cours et accès à tout type de courant de pensée qui nous est complètement inféodé. C'est pour ça que j'apprécie aussi la Chine qui, chez eux, savent bloquer, dire stop, non, ça on ne veut pas. Alors bien évidemment, l'Occident va les dépeindre comme un gouvernement dictatorial qui fait X, Y, Z, mais quelque part ça a du sens parce que la Chine considère que ce type d'informations ne sont pas du tout favorables avec notre manière de voir le monde. Ça, c'est votre manière à vous de voir le monde et vous n'avez pas à nous l'imposer. Dans la prochaine vidéo, on va voir par exemple comment est-ce qu'aujourd'hui l'Occident milite pour amener les Africains à valider l'homosexualité et comment est-ce que plusieurs chaînes travaillent à ça et comment est-ce que certaines associations et même des ONG qui sont un autre bras armé aussi de l'Occident viennent travailler en Afrique pour soi-disant les intérêts des Africains, mais en fait non. C'est aussi pour pouvoir faire des rapports pour dire « Oh, les droits des homosexuels sont bafoués. Oh, les droits de ceci sont bafoués. Oh, les droits de cela sont bafoués. Le pays ne respecte pas les droits de l'homme. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, on verra ce volet dans l'aspect culturel. Mais je terminerai cette vidéo en te donnant ta propre responsabilité. Si dans cette chaîne-ci, je parlais de choses salaces, si je parlais de tromperie, de tel qui trompe tel, de telle star qui a mal parlé, de tel potin, tu partagerais certainement toutes mes vidéos. Je serais peut-être à 1 million d'abonnés aujourd'hui. Si j'avais dit comment est-ce que tel chanteur a insulté tel autre, comment est-ce que tel s'est battu avec tel autre, le dernier fait divers à la mode, mes vidéos feraient le buzz en permanence. Mais j'ai fait le choix de faire une chaîne sérieuse. J'ai fait le choix de faire une chaîne qui aborde des thématiques pour pouvoir développer l'Afrique au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Parce que je suis convaincu que ça peut avoir un vrai impact. Et pas les potins. J'ai fait le choix de pouvoir parler de sujets structurants comme ceci. Et malheureusement, quand des gens comme toi écoutent les vidéos, ils ne les transmettent pas. C'est ta responsabilité. Quand tu les écoutes et que tu ne les transmets pas, tu es en train de dire que l'information n'est pas digne d'aller plus loin. Mais regarde les informations que tu diffuses toi-même d'habitude au travers de tes groupes WhatsApp. Regarde les informations que tu mets sur tes pages Facebook. De quoi parle-t-elle? Regarde les posts que tu diffuses. Est-ce que ce sont vraiment des posts pédagogiques? Est-ce que ce sont des posts qui poussent à la réflexion, qui poussent à aller beaucoup plus loin? Indépendamment du fait que ce soit ma chaîne, je suis dans plein de groupes et tu peux, alors tu ne me connais pas, mais sinon les gens qui voient ma vidéo et qui savent avec qui je suis dans des groupes voient très bien. J'essaie de partager du contenu qualitatif, surtout quand il n'est même pas de moi. Parce qu'avant que ma chaîne n'existe, j'étais déjà dans des groupes pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse se questionner. C'est une base. Et crois-moi, il faut que les Africains fassent la promotion du contenu africain. Les chaînes qui sont le plus regardées en Afrique par les Africains, même sur YouTube, ce ne sont pas des chaînes africaines. Est-ce que c'est normal? Bon sang, est-ce que c'est normal? On passe notre temps à regarder des choses futiles, frivoles, alors que nous sommes dans des pays pauvres. Nous devrions être concentrés à comment faire pour développer nos pays, comment faire pour rattraper les autres nations qui nous ont devancés. Et au lieu de ça, on est dans la distraction. On est dans le festif, on est dans l'humour, on est dans le sport, ainsi de suite. Ces choses-là ne développent pas un pays. Mais quand il faut structurer la réflexion, prendre des vidéos comme celle-ci, les partager dans des groupes et dire, les gars, discutons un peu de ces thématiques-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que les choses changent?
Là, tu n'es plus là, malheureusement. Mais quand il faut parler de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, de sa copine, de la tromperie, de Nathalie Nkoa, de je ne sais pas trop moi qui, Longuet, comment on appelle la chanteuse ivoirienne là, José, ou je ne sais pas trop qui d'autre. Ah oui, non, là, tu es là. Là, on te voit. S'il faut parler de insulter les présidents, dire comment ils sont des corrompus, là, tu es là. Mais quand il faut être constructif, quand il faut poser des jalons de réflexion et se dire, OK, comment on va faire pour avancer en tant que jeune, en tant que République, en tant que ceci, en tant que cela, où es-tu? On ne te voit plus. Donc, je pense qu'une partie des choses que toi, tu peux faire à ton niveau, c'est de permettre que des chaînes comme celle-ci, très sérieusement, soient davantage connues, que tu incites aussi les gens à s'y abonner, que tu considères vraiment sérieusement le fait de partager des vidéos et que ce n'est pas juste un acte, je ne sais pas moi, fun, mais c'est aussi un acte militant. Parce que c'est ta manière à toi de dire, il faut que les choses changent. Il faut que l'on puisse être au courant de ça et que ça puisse nous pousser à nous investir. Il faut aussi que les Africains investissent dans les médias. Clairement, nous devons pouvoir investir dans les médias pour parler de choses sérieuses et pas être là uniquement dans je sais pas moi, le divertissement, les séries, c'est quoi ça, Pac Mieux, les Bao, il y en a plein. Comment on appelle celui qui gifle les gens là maintenant? Bref, tu vois peut-être de qui je parle. Il y a plein de séries comme celle-là qui naissent tous les jours. Et c'est bien, attention, je dis que c'est bien. Mais les autres, les séries sérieuses, des chaînes comme, comment j'appelle ça, Vox Africa, il devrait y en avoir des dizaines. Des chaînes comme Afrique Média, il devrait y en avoir des dizaines. Des chaînes comme celle-ci, il devrait y en avoir des centaines. Et je pense que ta responsabilité, aussi à ton niveau justement, c'est de promouvoir ce type de contenu, de pousser les gens à s'abonner pour que ce type de chaîne soit de plus en plus vu et qu'elle ait un impact donc de plus en plus grand et que nous prenions de plus en plus conscience pour pouvoir ensemble travailler à réellement développer notre continent. Ben écoute, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, que dans les commentaires tu me diras, et c'est la question que je te pose, qu'est-ce que tu penses de la position des médias africains aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Là, j'ai proposé de partager du contenu, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Avec quoi es-tu d'accord? Partage cette vidéo massivement, mais vraiment massivement, et invite les gens à s'abonner. Invite les gens à réellement s'abonner. Mets un j'aime aussi, parce que c'est un moyen pour toi de signifier à Google que ce contenu, il est bon, parce que Google, c'est juste un algorithme, hein. Et Google ne fait pas de racisme ou de quoi que ce soit. Quand l'algorithme comprend que le contenu est bon, il le propage un peu plus. Donc, c'est aussi en faisant des choses comme un j'aime, un commentaire, que l'algorithme comprend que c'est une vidéo qui est pertinente et qui mériterait d'être diffusée à plus de personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine, mercredi 8h du matin, pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera du volet culturel, je te rappelle, des médias. On verra l'impact du cinéma. On verra l'impact dans plein de choses, dans la manière de s'habiller, dans la manière de faire plein de choses culturelles, dans la manière même de chanter. Et tu comprendras peut-être mieux pourquoi est-ce que l'Afrique est vraiment en danger du point de vue culturel, mais aussi là aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contrecarrer tout cela. À très bientôt, cher ami.